Rabaissée par ma belle-fille qui a nié mes droits sur la maison, j'ai pris une décision choc, la vendre. Découvrez sa réaction dans cette histoire palpitante de trahison et de revanche. Abonnez-vous pour plus de récits captivants. Ma belle-fille a crié. Ça, ce n'est pas ta maison. Maës, quand j'ai vendu la maison, il y a 2 ans, quand Camille m'a appelé en larmes, disant qu'ils étaient expulsés de leur appartement parce que le nouveau propriétaire vendait la maison, je n'ai pas hésité. Bien sûr. Venez. J'ai dit. La maison est grande, il y a de la place pour tout le monde. Étienne est mon plus jeune fils, et Chloé et Hugo sont mes petits-enfants. La famille, c'est la famille. Je me souviens de leur arrivée par une soirée pluvieuse d'octobre. Étienne portait des cartons depuis la camionnette louée. Camille se tenait dans le couloir de ma maison, regardant autour d'elle, comme si elle évaluait un achat. Les enfants couraient dans les pièces, ravis de l'espace après leurs petits 2 pièces. « Maman, nous te sommes si reconnaissants, » a dit Étienne. « M'en lassant, c'est juste pour quelques mois, le temps de trouver quelque chose de convenable. » Camille a hoché la tête, mais j'ai remarqué combien elle étudiait soigneusement mes meubles, l'agencement des pièces, la taille des fenêtres. À l'époque, cela me semblait naturel, une femme voulant organiser au mieux. Les premières semaines furent calmes. Je leur ai donné l'étage, avec 2 chambres, une petite salle de bain. Je suis restée en bas. Dans ma chambre, près de la cuisine, nous parlions peu. Étienne travaillait dans un garage automobile du matin au soir. Camille cherchait un emploi. Après son licenciement d'une clinique dentaire, les enfants étaient à l'école. Mais après 1 mois, de petits changements ont commencé. D'abord, Camille a réorganisé les meubles du salon. « Monique, ça ne te dérange pas ?» a-t-elle demandé, déplaçant déjà mon canapé préféré de la fenêtre au mur. « C'est plus pratique pour les enfants, pour leurs devoirs. » Je n'ai pas discuté. Si c'était plus pratique, pourquoi pas? Le canapé était près de la fenêtre depuis 15 ans, depuis que mon mari l'y avait mis. Peut-être était-il temps de changer. Puis, ma nappe préférée, brodée par ma mère, a disparu de la table de cuisine. Remplacée par une toile cirée colorée à motifs enfantins, les enfants mangent, a expliqué Camille, quand j'ai prudemment demandé. Ils saliront ta belle nappe, mieux vaut la ranger pour la préserver. La nappée a été rangée dans un placard. Je ne l'ai jamais revue. En hiver, Camille a trouvé un emploi d'administratrice dans une clinique privée. Le salaire était correct. Elle et Étienne parlaient de trouver bientôt leur propre logement. Mais l'hiver passa. Le printemps arriva. Les discussions sur le déménagement s'évanouirent. À ce moment-là, beaucoup avaient changé dans la maison. Une énorme télévision est apparue au salon, qu'Étienne avait ramenée après une réparation réussie. Un client l'avait payée en appareil. Ma vieille télévision a migré dans ma chambre. Ce sera mieux pour regarder tes émissions tranquillement, a expliqué Camille. Les enfants et moi ne te dérangerons pas. Le réfrigérateur aussi s'était transformé. Mes courses habituelles. Fromage blanc, kéfir, légumes pour salade, étaient repoussés pour faire place aux yaourts pour enfants, plats préparés, sodas. Camille faisait de grosses courses, 1 fois par semaine, progressivement. Le réfrigérateur reflétait ses goûts plutôt que les miens. « Monique, avons-nous de la mayonnaise ?» demandait-elle, fouillant dans les bocaux. Les sacs. Nous en avons. Cette phrase s'est installée discrètement, devenant courante dans le vocabulaire de Camille. Nous n'avons plus de pain. Nous avons des invités aujourd'hui. Les enfants sont malades. J'avais travaillé comme infirmière 38 ans, habituée à l'ordre, au calme.
Après la mort de mon mari, il y a 3 ans, la maison semblait trop grande, vide. Au début, j'aimais même le bruit familial. Rire d'enfants, pas dans l'escalier. Son de la télévision. Cela me rappelait quand mes fils étaient petits. Mais peu à peu, j'ai remarqué que mon avis comptait de moins en moins. Avant, Camille demandait si elle pouvait inviter une amie pour un café. Maintenant, elle annonçait simplement que Claire venait demain avec ses enfants. Mes tentatives de jouer de la musique classique rencontraient des regards désapprobateurs. Hugo pouvait changer la radio pour sa station à tout moment, sans demander si j'écoutais quelque chose. « Ah, mamie, cette musique est ennuyeuse, » lui disait-il. Et Camille ne disait rien. L'été, la situation a empiré. Camille a décidé de réaménager le jardin, mes roses préférées, cultivées plus de 10 ans, ont été arrachées, remplacées par une aire de jeu. Les enfants ont besoin d'un endroit pour jouer, a-t-elle dit. Quand j'ai découvert un tas de buissons jetés derrière l'abri, tu peux replanter les roses ailleurs. Il n'y avait pas d'ailleurs. À la place des roses, une balançoire, un bac à sable qu'Étienne avait construit en un week-end, à l'automne dernier. J'ai réalisé que je vivais chez moi comme une invitée. Mon emploi du temps s'adaptait à la routine familiale. Mes habitudes étaient considérées comme des excentricités d'une personne âgée, ignorables. Mes affaires disparaissaient ou étaient déplacées là où je ne les trouvais pas. Quand je cherchais ma tasse préférée, celle où je buvais mon thé du matin, Camille haussait les épaules. Elle s'est probablement cassée. Nous avons des enfants, tout peut arriver. Mais la tasse n'était pas cassée. Je l'ai trouvée une semaine plus tard au fond du placard de cuisine, derrière les pots de confiture. Apparemment, quelqu'un avait décidé qu'une tasse était de trop. En hiver, la situation est devenue insupportable. Camille commentait l'état de la maison. « Ah, Monique, pourrais-tu nettoyer après toi ?» disait-elle, trouvant ma tasse. Mon assiette dans l'évier, après le petit déjeuner, j'avais nettoyé après moi toute ma vie. Mais maintenant, chaque cuillère laissée devenait une occasion de parler de l'importance de la propreté avec des enfants. Étienne préférait se taire dans ces situations. Il rentrait fatigué du travail. Dînait, regardait la télévision, les conflits familiaux l'accablaient. Il choisissait la voie de la moindre résistance, approuvant sa femme, me demandant de ne pas prêter attention aux détails. « Maman, tu comprends, Camille est fatiguée par le travail. Les enfants demandent de l'attention, disait-il. Sois patiente, on trouvera bientôt notre logement. » Mais la recherche de leur maison n'avançait pas. Chaque fois que je demandais prudemment leur plan, Camille répondait qu'aucune option convenable ne se présentait, que les prix étaient trop élevés ou les quartiers inadaptés. Sébastien, mon fils aîné, venait rarement, une fois, tous les 3 ou 4 mois, le week-end. Il travaillait comme ingénieur dans une grande entreprise à Nice, occupé par des projets, sans famille. Quand il venait, l'atmosphère s'allégeait. Camille se montrait plus réservé, les enfants plus calmes. Étienne passait plus de temps avec sa famille. « Comment vas-tu, maman ?» demandait Sébastien. Et je répondais toujours que tout allait bien. Que pouvais-je dire? Que je me sentais étrangère chez moi? Que ma belle-fille me chassait progressivement de mon territoire? Cela aurait sonné comme les plaintes d'une vieille femme incapable de s'entendre avec ses proches. Peut-être était-ce le cas, peut-être étais-je devenue trop pointilleuse, conservatrice. Peut-être devais-je être heureuse que la maison soit pleine de vie, au lieu de m'accrocher à de vieilles habitudes. Mais la nuit, allongée dans ma chambre, écoutant les bruits de pas, de voix, de rires à l'étage, je savais que quelque chose n'allait pas. La maison, mon foyer depuis plus de 20 ans, devenait étrangère. Je ne savais pas comment l'arrêter. Au printemps, quelque chose a craqué. Camille ne demandait plus de permission.
Elle me mettait devant le fait accompli. Son ton ne tolérait pas d'objection. En avril, elle a annoncé qu'elle inviterait ses amis pour un café le samedi, sans demander si cela me convenait. Si j'avais des plans pour le week-end, elle l'a simplement déclaré comme une affaire réglée. Les filles manquent de conversation normale, a-t-elle dit, prenant mon meilleur service à thé du placard. Ça, les cafés sont chers. C'est plus confortable à la maison. La première réunion a eu lieu au salon. 5 femmes assises sur mes canapés, discutant travail, enfants. Maris, elle parlait fort. Riez, plus fort encore. Je me suis enfermée dans ma chambre avec un livre, mais leur voix perçait. Nous avons une maison si spacieuse. AIG a entendu Camille. Enfin, on peut recevoir correctement chez nous. Sémon encore, une semaine plus tard, ses amis sont revenus, occupant non seulement le salon, mais la cuisine. Quand j'ai voulu préparer mon déjeuner, une femme corpulente aux cheveux teints m'a regardé comme si je dérangeais les propriétaires. Claire, voici Monique, la mère d'Étienne, m'a présenté Camille. Monique, peux-tu manger plus tard? Nous discutons ici. Je suis montée dans ma chambre, l'estomac vide. Chez moi, on me demandait d'attendre pour déjeuner, car les invités étaient plus importants. Progressivement, ces réunions ne se limitaient plus au samedi. Les amis de Camille venaient en semaine, restaient pour dîner, parfois jusqu'à tard. La maison était remplie de voix inconnues, d'odeurs de cosmétiques étrangers, du bruit de talons sur mon parquet. Mes timides tentatives d'exprimer mon mécontentement se heurtaient à un mur d'incompréhension. Monique, ne sois pas puérile, disait Camille. Les gens ont besoin de socialiser. Veux-tu qu'on reste comme en prison? Étienne soutenait sa femme. Maman, quel est le problème? Demandait-il, surpris. Les femmes se sont réunies. On discutait. Elle ne te dérange pas? Mais elle me dérangeait. Je ne pouvais pas regarder la télévision tranquillement au salon. Des étrangers circulaient. Le réfrigérateur se vidait après chaque visite. Les invités ne refusaient pas de grignoter. Je me sentais comme un témoin indésirable de la vie d'autrui, chez moi. En mai, la situation s'est aggravée. Camille commentait mon comportement. Monique, peux-tu ne pas jouer la musique si fort? Disait-elle. Quand j'écoutais de la musique classique dans ma chambre, les enfants doivent faire leurs devoirs. La musique était plus faible que la télévision au salon, mais Camille estimait que tout bruit de ma part perturbait la vie familiale. Et autre chose, continuait-elle, peux-tu ne pas laisser tes médicaments sur la table? Les enfants pourraient les prendre par erreur. Mes médicaments pour la tension étaient dans une petite boîte près de la salière, pratique pour me rappeler de les prendre avec les repas. Maintenant, selon Camille, ils étaient dangereux pour des enfants de 12 et 9 ans. Ce serait bien si tu nettoyais après toi, ajoutait-elle, voyant ma tasse dans l'évier. Notre maison doit être ordonnée. Notre maison. Pas la mienne, pas celle où elle vivait temporairement depuis 2 ans. Mais la nôtre, ses commentaires blessaient, surtout devant les enfants. Chloé et Hugo s'habituaient à voir leur grand-mère réprimandée par leur mère. Cela devenait normal. Parfois, ils répétaient ces phrases. Mamie, maman dit qu'on ne peut pas laisser d'assiette dans l'évier, disait Hugo, quand je n'avais pas le temps de faire la vaisselle immédiatement. Mamie, pourquoi ta chambre sent le vieux? Demandait Chloé, et j'entendais clairement les mots d'un adulte. Les enfants ne me voyaient plus comme une grand-mère qui les gâtait, les protégeait. J'étais devenue une tante vivant dans leur maison, causant parfois des désagréments. En juin,
Camille a changé l'horaire de lessive. Monique. Faisons un marché, a-t-elle dit, me trouvant dans la salle de bain avec un panier de linge. Tu feras la lessive le lundi et le jeudi, nous les autres jours, sinon c'est le désordre. Ça. La machine à laver était la mienne, achetée avec ma pension, mais maintenant, je devais coordonner son utilisation et autre chose. Ajoutait-elle, il ne charge pas à moitié, ce n'est pas économique. Mieux vaut attendre plus de linge. Moi, qui faisais la lessive selon mes besoins toute ma vie, on me dictait les règles pour mes propres appareils chez moi. Tenter de parler à Étienne était vain. Mon fils, fatigué par le travail, voulait la paix. En rentrant, les disputes familiales l'agaçaient. « Ah, maman, pourquoi chipotais-tu » disait-il. Camille a raison. Il faut de l'ordre dans la maison, surtout maintenant qu'on vit tous ensemble. Étienne, mais c'est ma maison, objectai-je timidement. Ah, et alors s'étonnait-il. Nous sommes une famille. Est-ce mal que la maison soit pleine de vie? Je me souviens, tu te plaignais toujours du silence après la mort de papa. Il avait raison, je me plaignais du silence, du vide, mais je n'avais pas réalisé que la vie familiale signifierait perdre le contrôle de mon espace. Maman, sois heureuse que tes petits-enfants grandissent près de toi, continuait Étienne. Beaucoup de grand-mères en rêvent. Et toi, toujours mécontente. Mes petits-enfants étaient proches, mais notre relation avait radicalement changé. Avant, quand ils venaient, j'étais spéciale. La grand-mère qui autorisait ce que les parents interdisaient, achetait des bonbons, écoutait leurs secrets. Maintenant, j'étais dans leur quotidien, pas la partie la plus importante. Ils venaient vers moi seulement pour demander quelque chose, de l'argent pour une glace, trouver un objet. « Mamie, donne-moi 10 €, disait Hugo, sans lever les yeux de son téléphone. « Mamie, où est maman ?» demandait Chloé, quand elle avait besoin de quelque chose. Plus de conversations confidentielles, des promenades d'histoire au coucher. J'étais devenue le personnel de service dans la maison où grandissaient mes petits-enfants. L'été, Camille s'est sentie maîtresse de maison. Elle invitait non seulement ses amis, mais ses collègues, voisins avec enfants, parents éloignés. Ma sœur vient avec sa famille aujourd'hui, annonçait-elle, sans demander mes plans. Ils dormiront au salon. Mon salon devenait un lieu de passage. On y dînait, regardait des films, jouait avec les enfants, dormait. Je ne pouvais y entrer sans frapper, de peur que quelqu'un se change ou dorme. En août, un incident a clarifié ma position dans la maison. J'ai invité mon amie Isabelle pour déjeuner. Nous ne nous étions pas vus depuis des mois, voulant rattraper le temps. Camille a réagi négativement. « C'est Monique, on nettoyait aujourd'hui ?» a-t-elle dit. « Tu aurais dû me prévenir. » Les enfants ont l'habitude de se détendre au salon après l'école. Mais Isabelle est déjà en route, a-t-il répondu, déconcerté. Nous avons convenu hier. Eh bien, restez en cuisine. A permis Camille gracieusement, mais pas longtemps. Isabelle est arrivée. Nous nous sommes assises en cuisine, comme deux domestiques autorisés à prendre un thé pendant les heures de travail. Camille faisait du bruit avec l'aspirateur au salon. Les enfants regardaient des dessins animés forts. Impossible d'avoir une conversation normale. Quelque chose ne va pas ici. A remarqué Isabelle en partant plus tôt que prévu. Je ne savais quoi dire. Expliquer que je ne pouvais inviter une amie dans mon salon, que ma belle-fille considérait mes plans moins importants que le repos des enfants. Après cet incident, j'ai réalisé qu'il était temps de changer quelque chose. Mais je ne savais quoi. Septembre a commencé pluvieux. Froid,
le chauffage allumé dans la maison, je sentais un autre long hiver approcher dans cette atmosphère de tension. Démote, tous, j'ai décidé d'organiser un petit thé avec mes amis. Nous ne nous étions pas vus depuis longtemps. Je voulais une conversation normale, détendue. J'ai prévu d'inviter Isabelle, Madame Fournier d'à côté, Hélène, ancienne collègue de l'hôpital. Rien d'extraordinaire, un simple thé dominical, comme avant, quand la maison n'était pas pleine de résidents permanents. Le jeudi soir, j'ai approché Camille, qui faisait la vaisselle après le dîner. Camille, je veux inviter des amis pour un thé dimanche. Aïgé dit prudemment. 3, pour quelques heures, au salon, on ne dérangera pas. Elle n'a pas répondu tout de suite, continuant à frotter une assiette, comme pour en effacer le motif. Dimanche, a-t-elle enfin demandé. Oh, pas un autre jour. Les jours de semaine, tout le monde travaille. Et samedi, le petit-fils d'Isabelle vient. Camille a posé l'assiette dans l'égouttoir, se tournant vers moi, son visage montrant une irritation à peine cachée. Monique, sais-tu que c'est l'anniversaire de Chloé dimanche? J'étais déconcertée. L'anniversaire de ma petite fille était à la mi-octobre. Je m'en souvenais clairement, mais je n'ai pas insisté. Et si ma mémoire me trahissait? Oh, non, je ne savais pas. Alors samedi. On nettoie samedi, et les enfants ont l'habitude de se détendre au salon le week-end. C'est aussi leur maison. La phrase pesait dans l'air. Nous en sentions le poids. D'accord. J'ai dit doucement. Je déplace au week-end prochain. Camille a hoché la tête, retournant à la vaisselle. Je suis montée dans ma chambre, un sentiment désagréable dans l'estomac, quelque chose dans son ton, dans sa manière de dire « maison des enfants » me faisait sentir comme une mendiante chez moi. Mais le lendemain, j'ai appris qu'aucune fête d'anniversaire n'était prévue pour Chloé dimanche. De plus, quand j'ai prudemment demandé à ma petite fille, elle a répondu, surprise. « Mamie, mon anniversaire est en octobre, tu le sais. » Donc, Camille ne voulait pas que j'invite mes amis. Mais pourquoi ne pas le dire? Le vendredi soir, je me suis à nouveau adressée à ma belle-fille. « Camille, peut-on faire ça le dimanche suivant? J'ai déjà prévu avec mes amis. » Elle a levé les yeux de son téléphone, me regardant avec un déplaisir mal dissimulé. « Ah, Monique, pourquoi m'embêtes-tu? Tu as des plans chaque week-end. La famille a aussi besoin de temps ensemble. Mais tu invites tes amis presque tous les samedis. » J'ai osé objecter. « Je ne demande qu'une fois par mois. » C'est totalement différent. Ça, a rétorqué Camille. « Mes amis sont des amis de la famille. Tes vieilles dames ne font que ragoter, se plaindre de la vie. » Vieilles dames. Isabelle avait 57 ans. Madame Fournier, 60. Hélène, 58. Des femmes ordinaires, travaillant ou récemment retraitées, mes pères, mes amis. Mais pour Camille, nous étions des vieilles femmes ragotant. D'accord. J'ai dit, sentant la rancune menteur. Je déplacerai la réunion en cuisine. En cuisine. Camilla rit, un rire désagréable, méprisant. Monique, quel genre de garderie? 4 femmes dans une petite cuisine, buvant du thé dans des verres. Elle avait raison, la cuisine était petite, étroite pour 4, mais je ne voyais pas d'autre option. Le samedi matin, en nettoyant le salon, j'ai entendu Camille parler au téléphone avec Claire. « Viens demain, ne t'inquiète pas, » disait-elle. « Amène les enfants, les nôtres joueront ensemble. On passera un bon moment. » Donc, Camille
avait aussi prévu d'utiliser le salon dimanche, elle le savait en me refusant. Le samedi soir, j'ai essayé de parler à Étienne. Fils, puis-je inviter mes amis demain? On sera discrète. On ne dérangera personne. Étienne, allongé sur le canapé, regardait du football, sans quitter l'écran. Il a marmonné. Maman, parle à Camille, c'est une affaire de femme. Je lui parlerai, mais elle trouve toujours des raisons de refuser. Eh bien, c'est qu'il y a des raisons. On vit tous dans la même maison. Il faut considérer tout le monde. La même maison. Mon fils considérait aussi ma maison comme partagée, où mon avis n'était qu'un parmi d'autres, pas le plus important. Le dimanche matin, je me suis levé tôt, cuisant un gâteau, dressant la table en cuisine. Mes amis devaient arriver à 14 heures. Isabelle a appelé. Monique, on s'assiera au salon. Non, on est. Hélène a mal au dos. Une chaise dure serait inconfortable. J'ai promis de m'en occuper, allant chercher Camille. Je l'ai trouvée dans la salle de bain, vernissant ses ongles. Ah, Camille, peut-on s'installer au salon finalement? Hélène a des problèmes de dos. Ce sera dur en cuisine. Camille n'a pas levé les yeux, continuant à appliquer le vernis soigneusement. Non, on ne peut pas. Je t'ai dit, Claire vient avec ses enfants aujourd'hui. On utilise le salon, mais ils ne sont pas encore là. Aïe, j'ai dit, confuse. Peut-être qu'on peut bouger avant leur arrivée. Monique, Camille m'a enfin regardée, comme si j'étais une enfant agaçante. Je ne veux pas que la maison sente le parfum de vieille dame. Claire amène les enfants, et vous serez 4 vieilles femmes discutant de vos maladies. Ce sont mes amis. Aïgé dit doucement. Et nous ne parlons pas que de maladies. Et ouais, c'est ça, de la jeunesse qui est mauvaise et de comment c'était mieux avant. A ricané Camille. Je connais ces conversations par cœur. À cet instant, quelque chose en moi a craqué. Peut-être la goutte de trop. Peut-être trop de rancune accumulée ces 2 ans. Camille, Aïché dit, essayant de rester calme. C'est ma maison. J'y vis depuis 23 ans. J'ai le droit d'inviter mes amis dans mon salon. Elle s'est levée brusquement, renversant le flacon de vernis, le liquide rouge se répandant sur le plan de travail blanc. Zut! A-t-elle juré, attrapant des serviettes. Vois ce qui arrive quand tu viens avec tes exigences. Désolé. Je ne voulais pas. Taille-toi, a explosé Camille, sa voix devenant stridente, furieuse. J'en ai marre de toi et de tes amis. Chaque semaine, c'est pareil. Je veux aller ici. Là, c'est gênant. Je n'aime pas. Elle essuyait le vernis, mais la tache s'étalait, grandissant. Et nous vivons ici. Tu comprends. Nous vivons ici. Nous avons des enfants. Nous vies. Nous plans. Et tu te mêles toujours avec tes caprices. Ce ne sont pas des caprices. Aïgé tentait d'argumenter. Je veux juste voir mes amis parfois. Voir tes amis? M'a imité Camille. Quoi? Tu ne peux pas les rencontrer dans un café ou te promener au parc. Faut-il que ce soit ici, où vivent des gens? Mais c'est ma maison. Non. A hurlé Camille si fort que j'ai reculé. Ce n'est pas ta maison, c'est notre maison. Nous vivons tous ici. Tu n'as pas le droit de dicter les règles. Ah, tcha. Le cri était si fort que la maison s'est tue. La télévision dans la chambre des enfants s'est éteinte. La musique à l'étage s'est arrêtée. Même le bruit de la rue semblait s'être évanoui. Camille se tenait devant moi, rouge de rage, respirant forte. Ses mains tremblaient. Retiens ça une fois pour toutes, a-t-elle dit, la voix plus basse. Mai vibrante de colère. Nous vivons ici comme égaux.
Si quelque chose ne te plaît pas, le problème vient de toi, pas de nous. Je suis restée silencieuse, une boule dans la gorge, mes yeux piqués, des larmes que je retenais. Et de toute façon, a ajouté Camille, décidant de finir. Il est temps que tu réalises que la vieillesse n'est pas une excuse pour exiger un traitement spécial. Nous essayons tous de vivre en paix, mais tu crées toujours des conflits. Elle a quitté la salle de bain, claquant la porte. Je suis restée seule, fixant la tache rouge se répandant sur la surface blanche. Une demi-heure plus tard, j'ai rappelé mes amis, annulant la réunion, disant que je ne me sentais pas bien. Ce n'était pas un mensonge. Je me sentais vraiment mal. Le soir, des rires, des conversations résonnaient à nouveau. Claire est arrivée avec ses 2 enfants, le salon rempli de bruit, d'un groupe joyeux. Camille était une hôtesse gracieuse, servant ses invités, montrant la maison, racontant comment il s'était installé. Je suis restée dans ma chambre, écoutant les sons, pensant à ce qui s'était passé le matin. Camille avait crié que ce n'était pas ma maison, celle achetée avec mon mari, où j'avais élevé mes enfants, où j'avais enterré mon mari, où j'avais célébré la naissance de mes petits-enfants, pas ma maison. Je n'ai pas dormi longtemps cette nuit-là, allongée dans le noir, pensant à la suite. Je pouvais essayer de reparler à Étienne, lui expliquer ce qui se passait, mais quoi expliquer? Que je me sentais étrangère chez moi, que ma belle-fille me considérait comme un fardeau. Mon fils aimait sa femme. Les enfants étaient habitués à un certain mode de vie. Ce serait égoïste de détruire la famille pour mes griefs. Mais continuer dans cette atmosphère devenait insupportable. Peut-être Camille avait-elle raison. Il était temps d'admettre que la famille avait besoin de son espace. Peut-être devais-je envisager de déménager dans un endroit où je serais la maîtresse, pas une locataire tolérée. Ces pensées m'effrayaient. La maison était tout ce qu'il me restait de ma vie passée, de mon temps, avec mon mari. Elle portait nos souvenirs communs. Je sentais sa présence. Comment abandonner tout cela? Mais d'un autre côté, à quoi servent les souvenirs? Si le présent est devenu une lutte constante pour exister dans mon espace, après cette dispute avec Camille, j'ai passé plusieurs nuits sans sommeil, réfléchissant. Les mots « ce n'est pas ta maison » résonnaient comme une mélodie agaçante. Le mercredi, j'ai pris ma décision. Je devais découvrir mes options. Le jeudi matin, quand tous étaient partis au travail, j'ai sorti les documents de la maison du placard. L'acte de propriété était à mon nom après la mort de mon mari. Légalement, la maison m'appartenait, mais les aspects légaux comptaient peu quand on se sent invité indésirable chez soi. J'ai trouvé plusieurs agences immobilières dans l'annuaire, choisissant une à Cannes, loin de notre quartier. Je ne voulais pas que des connaissances apprennent mes plans. J'avais peur d'appeler, ma main tremblait en composant le numéro. Agence Méditerranée. Comment puis-je aider? Bonjour. J'ai éclairci ma gorge. Ma voix semblait étrangère. J'ai besoin de conseils sur l'évaluation d'une maison. Bien sûr. Que voulez-vous savoir? Si j'ai une maison individuelle. Je voudrais connaître sa valeur marchande. La femme au bout du fil était polie, professionnelle. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain à leur bureau. J'ai noté l'adresse, l'heure, cachant le papier au fond de mon portefeuille, toute la journée de vendredi. J'étais nerveuse, inventant des explications au cas où ma famille demanderait où j'allais. Mais personne n'a demandé. Camille était occupée par le travail. Les enfants, Étienne était au garage, réparant une voiture. Personne ne remarquait mon absence de quelques heures. L'agence immobilière était dans un petit bureau au 2e étage d'un centre d'affaires. J'ai été accueillie par une femme d'une 40aine d'années, se présentant comme Valérie Bertrand. « Parlez-moi de votre maison. » a-t-elle demandé, m'asseyant face à son bureau. J'ai décrit la maison.
2 étages, 4 chambres, 2 salles de bain, un salon, une cuisine, un petit jardin, construite dans les années 80, en bon état, tous les équipements fonctionnent. Un quartier calme. J'ai ajouté une école, un arrêt de bus à proximité, seulement 15 minutes du centre en transport. Valérie prenait des notes, posant parfois des questions, puis elle a sorti une calculatrice, calculant un moment. L'estimation préliminaire est entre 110 000 et 129 000 euros. A-t-elle dit, nous pourrons donner un chiffre précis après une inspection. La somme me semblait énorme. Mon mari et moi avions acheté cette maison pour 25 800 euros. Même alors, l'hypothèque semblait impossible à rembourser. À quelle vitesse ce genre de maison se vend-il? Ai-je demandé, avec le bon prix, entre 1 et 3 mois, mais le marché est actif. Ça pourrait être plus rapide. J'ai demandé des informations sur ce qu'on pouvait acheter avec cet argent. Valérie m'a donné plusieurs brochures avec des offres d'appartements, de petites maisons. Si vous décidez de vendre, appelez-moi. A-t-elle dit en partant, nous ferons une évaluation complète. Trouverons des acheteurs. Les chebs, à la maison. J'ai caché les brochures dans une commode sous de vieilles photos. Le soir, quand tous dormaient, je les ai sortis. Les étudiants, les appartements à Nice coûtaient entre 46 000 et 64 500 euros. Des 1 ou 2 pièces, certains avec balcon, petits, mais soignés, dans des immeubles modernes avec ascenseur, concierge. Avec l'argent restant, je pourrais vivre sans travailler 10 ou 15 ans. L'idée de déménager semblait moins fantaisiste. Un petit appartement où je serais la seule maîtresse, où je pourrais inviter des amis sans permission, où mes affaires ne disparaîtraient pas, ne seraient pas déplacées sans mon accord. Mais la pensée de vendre la maison effrayait. C'était ma maison familiale, où mes petits-enfants étaient nés, où j'avais passé les meilleures années. Comment abandonner cela? Le samedi matin, en prenant le petit déjeuner en cuisine, j'ai entendu Camille parler au téléphone avec une amie. « Ah, viens, Claire. » Bien sûr, elle ne déménage pas. Riaait Camille. Où irait-elle? Elle a tout ici, ses enfants, ses petits-enfants, son environnement familier. Où ne pose? Probablement son ami parlait. Ah, qu'elle ronchonne, continuait Camille. Les vieux sont toujours mécontents. Au moins, les enfants grandissent dans une maison normale, pas un appartement commun. Ou notre pause. Non, Étienne la soutient. Il comprend que la famille a besoin d'espace. Les caprices de maman sont temporaires. Elle s'en remettra. Je suis sortie de la cuisine sans écouter la suite. Donc, Camille était sûre que je n'irais nulle part, que je me tairais, supporterais, parce que les vieux n'ont nulle part où aller. Peut-être était-il temps de lui montrer qu'elle avait tort. Le dimanche, pendant que Camille cuisinait le déjeuner, les enfants regardaient des dessins animés. J'ai décidé de parler à Étienne de notre relation. Fils, peut-on parler? Il a levé les yeux du journal qu'il lisait, allongé sur le canapé. Bien sûr. Maman, quoi de neuf? Je trouve que on est trop à l'étroit. Peut-être est-il temps que vous trouviez votre propre logement. Étienne a froncé les sourcils. Maman, de quoi parles-tu? On vit bien? Bien sûr. On a des désaccords, mais toutes les familles en ont. Mais vous disiez que ce n'était que temporaire. Oui, mais tu sais combien c'est difficile de trouver un logement. Les prix montent. Les bonnes options partent vite. On cherchait, mais rien de convenable pour l'instant. Il s'est levé, s'approchant, posant sa main sur mon épaule. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Camille a dit que vous vous êtes disputés à cause de tes amis. Ce n'est rien.
Vraiment? Oh, Étienne, ce n'est pas à cause des amis, c'est que je me sens étrangère chez moi. De quoi parles-tu? A-t-il demandé, sincèrement surpris. Comment pourrais-tu être étrangère ici? Tu es notre maman, la grand-mère des enfants. On t'aime, on t'apprécie. Mais Camille, quoi? Camille, a-t-il soupiré? Maman, tu comprends. Les femmes sont les femmes. Elle veut être la maîtresse de maison. C'est normal. Tu étais jeune. Souviens-toi combien c'était important de faire ton nid. Je me souvenais, mais nous faisions notre propre maison, pas celle d'un autre. Sois patiente, a demandé Étienne. On trouvera quelque chose de convenable. On déménagera. En attendant, vivons en paix. Ce soir-là, j'ai surpris Camille parlant à son mari dans leur chambre, la porte entr'ouverte. Je les entendais clairement. Étienne, je pense que ta mère a besoin d'une aide professionnelle, disait Camille. Quel genre d'aide? Eh bien, psychologique ou médicale, elle devient étrange. D'abord, elle exige le salon pour ses amis, puis dit qu'on doit déménager, peut-être des signes de démence. De démence? J'étais si bouleversée que je pouvais à peine respirer. Camille, ne fabrique pas d'histoire, a répondu Étienne. Maman va bien. Elle est juste habituée à vivre seule. Peut-être serait-elle mieux dans un établissement spécialisé. Si, a continué Camille. Ils offrent des soins, de la socialisation avec des gens de son âge, une surveillance médicale. De quoi parles-tu? Quel établissement? Chichi. Eh bien, une maison de retraite, un foyer pour seniors, il y en a de très bien maintenant, comme des sanatoriums. Les gens y sont heureux, ne souffrent pas de solitude. Ça, Camille, c'est ma mère, une femme en bonne santé, juste un peu conservatrice. Étienne réfléchit. Les enfants grandissent. Ils ont besoin de plus d'espace. Chloé a presque 13 ans. Elle a besoin de sa chambre. On est entassé dans une chambre, mais la maison est grande. Grande, mais pas en caoutchouc. Ta mère a la meilleure chambre en bas. Nous sommes entassés en haut. Nous sommes jeunes. Toute une vie devant nous. Une pause. Étienne réfléchissait aux mots de sa femme. Je ne dis pas qu'on doit la jeter dehors demain, a continué Camille doucement. Mais on pourrait commencer à regarder, visiter des établissements. Peut-être qu'elle aimerait. Je ne sais pas, Camille. Ça semble cruel. C'est cruel. C'est forcer toute la famille à s'adapter aux caprices d'une personne. Les enfants commencent à remarquer que leur grand-mère est toujours mécontente. C'est mauvais pour leur santé mentale. Je suis montée dans ma chambre, fermant la porte. Donc, Camille planifiait déjà mon avenir. Maison de retraite, foyer pour seniors, établissement spécialisé, tout bien emballé, comme une inquiétude pour mon bien-être. Et le pire, elle convainquait Étienne lentement, progressivement, mais méthodiquement, lui inculquant l'idée que sa mère était plus un problème qu'une valeur. Cette nuit-là, j'ai décidé d'agir, si Camille pensait que je n'irais nulle part. Parce que vieille et impotente, elle se trompait. J'avais une maison, de l'argent, la possibilité de vivre indépendamment. Le lundi matin, j'ai rappelé Valérie Bertrand. Je suis prête à commander une évaluation complète de la maison. Aïe, j'ai dit. Et je veux voir quelques appartements. Soupe, si, a répondu l'agent immobilier. Quand puis-je venir voir? Nous avons convenu du mercredi. J'avais 2 jours pour me préparer mentalement au prochain pas. Le mercredi matin, Valérie est arrivée avec un collègue pour évaluer la maison. J'ai dit à ma famille qu'il s'agissait de spécialistes d'assurance immobilière.
renouvelant ma police. Camille a haussé les épaules. Étienne a hoché la tête distraitement. Personne ne s'y intéressait. Les agents ont passé environ 1 heure dans la maison, mesurant les pièces, prenant des photos. Notant, Valérie était satisfaite de l'état de la maison. Elle aimait particulièrement le jardin, le bon état des équipements. « C'est une très belle propriété », a-t-elle dit en partant. « Et je pense que 124 200 € est un prix réaliste, peut-être plus. Si on trouve des acheteurs ayant besoin d'un logement urgent, ce soir-là, nous sommes allés voir des appartements. Les 2 premiers ne me plaisaient pas, trop petits, sombres. Le 3e était exactement ce que je cherchais, un 2 pièces au 4e étage d'un immeuble des années 90, lumineux, avec de grandes fenêtres donnant sur la promenade des Anglais. La cuisine était petite, mais fonctionnelle, le salon assez spacieux pour recevoir, la chambre cosy avec un placard intégré, la salle de bain combinée, mais en bon état. L'immeuble a été construit il y a 25 ans, mais récemment rénové, a expliqué Valérie. Les tuyaux, le câblage remplacé, la façade isolée. Il y a un concierge à l'entrée, une aire de jeu dans la cour, un parking. Le prix est de 57 000 €, presque la moitié de la valeur estimée de ma maison. Le quartier est agréable, à une demi-heure, à pied du centre, avec une clinique, des magasins à proximité. La propriétaire vend en urgence. Elle déménage dans une autre ville, a ajouté Valérie. Elle pourrait baisser à 200 € pour une transaction rapide. J'imaginais vivre dans cet appartement, mon service à thé sur la table de cuisine, mes livres sur les étagères du salon, mes fleurs sur le rebord de fenêtre. Personne ne déplacerait les meubles sans demander, personne ne me dirait que je ne peux pas inviter mes amis. J'aime. Aïgé dit. Mais d'abord, je dois vendre ma maison. Je comprends. Appelez-moi quand vous déciderez. Le jeudi soir, Valérie a appelé soudainement. Monique, j'ai une nouvelle excitante, a-t-elle dit, enthousiaste. Nous avons trouvé un acheteur pour votre maison. Mais nous n'avons pas encore mis en vente. Je sais, mais nous avons une base de clients cherchant dans votre quartier une jeune famille. Le mari travaille dans une banque. La femme est enseignante. Ils ont 2 enfants d'âge scolaire. Ils cherchent une maison avec jardin depuis longtemps. La vôtre est parfaite. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Et le prix? Ils sont prêts à payer 119 600 €. À condition que la transaction soit rapide, ils ont la somme en liquide, sans prêt ni versement. Ils veulent conclure dans 1 mois. 109 600 € en liquide dans 1 mois. Assez pour un appartement et une vie confortable. Veulent-ils voir la maison? A.I.G. demandait, la voix tremblante. Bien sûr, demain soir ou le week-end. J'ai pensé à ma famille. Demain était vendredi. Étienne rentrerait tôt, les enfants aussi. Camille faisait souvent un grand ménage le vendredi. Mieux valait le week-end, quand je pourrais trouver une excuse pour les faire sortir. Samedi matin, vers 11 heures. Soupe, ils seront ravis. J'ai raccroché, m'asseyant sur mon lit, essayant de réaliser ce qui se passait. Tout allait si vite que ma tête tournait. Il y a 1 semaine, je pensais juste à la possibilité de vendre. Maintenant, il y avait des acheteurs réels avec une offre réelle. Le vendredi, j'étais nerveuse, distraite. J'ai renversé du sucre au petit déjeuner, oublié d'éteindre la radio dans ma chambre, demandé 2 fois à Chloé des nouvelles de l'école. Heureusement, ma famille attribuait cela à mon âge, à ma mauvaise humeur. Le soir, tous réunis en cuisine pour le dîner,
J'ai annoncé demain matin, je vais chez Isabelle. Elle est malade. Je vais rester avec elle, aider à la maison. Tout serra longue, a demandé Camille, servant des pommes de terre aux enfants. Je ne sais pas, peut-être jusqu'à midi. Ça dépend de son état. D'accord. A hoché Camille, on se débrouillera. Étienne n'a pas levé les yeux de son assiette. Les enfants ne s'intéressaient pas à mes plans. Personne ne se souciait. Le samedi matin, je me suis levé tôt, nettoyant la maison, dépoussiérant le salon, arrangeant les chaux kaignant en veugue, lissant les housses des canapés. Je voulais que la maison soit impeccable. À 10 heures, je suis partie, disant « Aller voir une amie malade ». En réalité, je me suis promenée dans les rues voisines. À 11 heures, je suis revenue. Voyant une voiture inconnue à la grille, Valérie m'attendait avec un jeune couple. L'homme, environ 34 ans, en manteau soigné, la femme, du même âge, au visage plaisant, aux yeux bienveillants, sommes Monique. Voici Marc et Claire Rousseau. J'ai à présenter Valérie. Nous nous sommes salués, je les ai fait entrer. Le couple a examiné toutes les pièces soigneusement, discutant de l'agencement, posant des questions sur les équipements, le chauffage, l'état du toit. La maison est en excellent état, a dit Marc, terminant la visite. On voit qu'elle a été bien entretenue. Et le jardin est magnifique, a ajouté Claire. Nos enfants seront ravis. Ils rêvent d'avoir leur cours depuis longtemps. J'ai ressenti une pointe de tristesse. Cette maison était vraiment idéale pour une famille avec enfants, avec de l'espace pour jouer, célébrer, vivre heureux. Dommage que ma famille ne l'appréciait pas. Nous sommes prêts à acheter pour 119 600 €. A dit Marc, à condition que la transaction soit rapide, nous devons emménager fin octobre. Avez-vous la somme entière? Ai-je demandé. Oui, en liquide. Nous avons vendu notre appartement à Nice. L'argent est sur le compte. Valérie a sorti les documents de son sac. Si vous êtes d'accord, nous pouvons signer un contrat préalable maintenant. Les formalités légales prendront quelques semaines et la maison sera à eux. J'ai pris les documents, jetant un œil aux points principaux. Tout semblait sérieux, honnête. 159 600 € pour la maison devenue une cage. L'opportunité de commencer une vie nouvelle, indépendante. D'accord. Ai-je dit, me sentant étrangement légère. Je suis d'accord. Nous avons signé le contrat préalable. Les Rousseau ont versé un acompte de 900 €. La transaction finale était fixée au 15 octobre, après leur départ. J'étais seule dans la maison qui n'était plus mienne. Formellement, elle m'appartenait encore 3 semaines. Mais psychologiquement, je m'en étais détachée. J'ai parcouru les pièces, me souvenant de périodes de ma vie. Ici, la chambre des enfants où les garçons ont grandi. Ici, le salon où nous célébrions anniversaire, nouvel an. Ici, la chambre où mon mari est mort. Tenant ma main. Tant de souvenirs. Pas tous mauvais, mais le passé ne revient pas et le présent était insupportable. Le lundi, j'ai revu Valérie pour finaliser la vente de l'appartement. La propriétaire accepte 53 400 € si vous concluez dans les prochains jours, a dit l'agent immobilier, 53 400 contre 119 600. Il restait 66 200 €, assez pour vivre confortablement 10 ans. Et ensuite, on verrait. Je suis d'accord. Ai-je dit, nous avons signé le contrat pour l'appartement. Le déménagement était prévu pour le 18 octobre, 3 jours après la vente de la maison. En rentrant, j'ai trouvé toute la famille en cuisine. Les enfants faisaient leurs devoirs.
Camille cuisinait le dîner. Étienne lisait le journal. Comment va Isabelle? A demandé ma belle-fille, sans lever les yeux de la cuisinière. Elle va mieux. Elle va chez le médecin demain. Bien. À propos, je pensais peut-être qu'on devrait redécorer le salon. Le papier peint est vieux. On pourrait changer les meubles. Redécorer le salon dans une maison qui appartiendrait à d'autres dans 3 semaines. Je me demandais ce que dirait Camille en apprenant la vérité. Ne te précipite pas pour rénover. Aïgé dit prudemment. Peut-être devrions-nous calculer nos finances d'abord. Quoi calculer? A-t-elle demandé, surprise. Étienne gagne bien. Je travaille aussi, c'est notre maison. On peut en faire ce qu'on veut. Notre maison. Comme elle se trompait, les jours suivants furent consacrés aux préparatifs. Je triai discrètement nos affaires, décidant quoi emporter dans le nouvel appartement, quoi laisser. Il y avait beaucoup à laisser. L'appartement était déjà meublé, avec assez de vaisselle pour les besoins de base. Le plus dur était de décider quoi faire des photos, documents, souvenirs familiaux, albums photos des enfants, leurs dessins, bricolage de maternelle, certificats scolaires. Tout cela rappelait les temps heureux quand nous étions une vraie famille. Finalement, j'ai sélectionné les photos, documents les plus chers à mon cœur, décidant de laisser le reste, qu'Étienne s'occupe lui-même de l'histoire familiale. Le soir, quand tous se sont assis pour dîner, j'ai réalisé que je ne pouvais plus retarder la conversation. Après-demain, la maison serait vendue, la famille n'en savait rien. J'ai une nouvelle pour vous. Aïdjé commençait, essayant de rester calme. Quelle nouvelle? A demandé Étienne, sans lever les yeux de son repas. J'ai vendu la maison. La fourchette est tombée des mains de Camille. Claquant sur son assiette, Étienne s'est figé, un morceau de pain à mi-chemin de sa bouche. Les enfants ont cessé de mâcher, me fixant. Ah, que veux-tu dire? Vendou? A demandé Camille doucement. Exactement ce que j'ai dit. La transaction sera finalisée après-demain. Les nouveaux propriétaires emménagent la semaine prochaine. C'est ça. Un silence assourdissant régnait. On entendait l'horloge tic-taquer, le bourdonnement du réfrigérateur. Maman, c'est une blague, a dit Étienne enfin. Non, ce n'est pas une blague. J'ai tous les documents. Si vous voulez voir. Le silence dans la cuisine était étourdissant. Je voyais l'information pénétrer lentement chez chacun à table. Camille s'est remise la première. Tu ne peux pas vendre la maison, a-t-elle dit lentement, comme à quelqu'un ne comprenant pas la langue. Nous vivons ici. Je peux. Aïgé répondit calmement. La maison m'appartient. J'ai tous les droits de la vendre. Camille s'est levée brusquement, renversant sa chaise, son visage blanchi, puis rougit. C'est impossible, a-t-elle crié. Tu n'as pas le droit de nous jeter à la rue. Nous avons des enfants. Je ne jette personne. Aïgé objecté. Je vends ma maison. Vous avez le temps de trouver un autre logement. Quel temps? La voix de Camille s'amplifiait. Tu dis que la transaction est après-demain. Les nouveaux propriétaires arrivent la semaine prochaine. Ça fait 10 jours. Étienne est sorti de sa torpeur. Maman, comment est-ce possible? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous n'étions pas préparés. J'ai essayé de vous parler plusieurs fois qu'il était temps de déménager. Aïgé rappelé. Mais vous trouviez toujours des excuses. Mais pas comme ça, a exclamé Étienne. Tu ne pouvais pas nous tomber dessus comme ça. Chloé et Hugo restaient figés, passant leur regard d'un adulte à l'autre. Hugo semblait effrayé, Chloé confuse. Mamie,
Où va-t-on vivre? A demandé ma petite fille doucement, avant que je puisse répondre. Camille a explosé. On ne va vivre nulle part. A-t-elle crié? Parce que mamie est folle. Les gens normaux ne font pas ça. Camille, ne crie pas devant les enfants. J'ai demandé. Ne me dis pas quoi faire. Était-elle furieuse, ses mains tremblantes? Tu as détruit notre famille? Tu as jeté tes petits-enfants à la rue? Je ne jette personne. Je vends la maison qui m'appartient. Qui t'appartient? A ricané Camille. Homme, et nous? Qui sommes-nous? Des étrangers. Nous vivons ici depuis 2 ans. Nous nous sommes installés. Les enfants s'y sont habitués. Étienne s'est levé, s'approchant de moi. Maman, explique pourquoi tu as décidé ça. Que se passe-t-il? Nous sommes une famille? Je l'ai regardé, cet homme gentil, doux, incapable de se défendre, ni même de protéger sa mère. Étienne, souviens-toi de ce que ta femme m'a crié la semaine dernière. Elle a dit que ce n'était pas ma maison. Elle ne le pensait pas littéralement. Si, elle l'a dit, que je n'avais pas le droit de dicter les règles dans une maison où tous vivent comme égaux. Camille s'est soudain tué, se souvenant probablement de cette conversation. Alors j'ai pensé, j'ai continué. Si ce n'est pas ma maison, pourquoi en ai-je besoin? Je vais la vendre et acheter un endroit où je serai clairement la patronne. Monique, la voix de Camille est devenue dangereusement calme. Tu fais une énorme erreur. Tu le regretteras. J'en doute. Où vas-tu aller? La voix de ma belle-fille teintée de malice. Une vieille femme seule, qui a besoin de toi. J'ai acheté un appartement à Nice et j'ai répondu calmement. J'y emménage la semaine prochaine. Cette nouvelle a achevé Camille. Elle a réalisé que j'avais tout prévu, que ce n'était pas une décision spontanée, mais une opération planifiée. Tu as tout planifié. A-t-elle haleté? Tu nous as trompés, menti en face, fait semblant que tout allait bien. Je n'ai trompé personne. Je ne pensais pas nécessaire de rendre compte de mes plans. Étienne. Camille s'est tournée vers son mari. Dis-lui quelque chose. Elle ne peut pas faire ça à sa famille. Étienne regardait, confus. De sa femme à sa mère. Maman. Et nous? A-t-il marmonné. Nous n'avons pas d'argent pour un loyer urgent. Des dépôts. Le 1er mois. Où trouver cet argent? Étienne. Tu travailles? Camille travaille. Vous êtes adultes. Vous trouverez en 10 jours, a demandé mon fils, incrédule. D'autres y arrivent, vous aussi. Yin. Camille s'est soudain pris la tête. Même. Et les enfants, l'école, les amis. On ne peut pas juste déménager dans un autre quartier. Pourquoi pas? Les enfants s'adaptent plus vite que les adultes. Mamie. Chloé a enfin osé parler. Pourquoi ne veux-tu pas vivre avec nous? On ne te dérange pas? Mon cœur s'est serré. Ma petite fille ne comprenait vraiment pas ce qui se passait. Pour elle, c'était juste la maison où vivait toute la famille. Chloé, ce n'est pas que vous me dérangez. J'ai commencé prudemment. Je n'explique rien. A coupé Camille. C'est une enfant, elle ne comprendra pas tes motifs égoïstes. Égoïste. Comment appellerais-tu autrement? Tu ne penses qu'à toi, ton confort, tes caprices, tu te fiches de la famille. Camille, c'est toi qui disais il y a 2 ans que c'était temporaire. Tu promettais de trouver un logement bientôt. On a cherché, mais le marché immobilier est compliqué. Les prix montent. En 2 ans,
Vous auriez pu trouver quelque chose si vous le vouliez vraiment. Pourquoi chercher? A soudain admis Camille, honnêtement. C'est bien ici. Grande maison, jardin, commodité. Pourquoi déménager dans un petit appartement? Enfin, la vérité. Ils n'avaient pas l'intention de déménager. Ils comptaient vivre ici définitivement, me repoussant en arrière-plan. Exactement. Aïe, j'ai dit. Pourquoi chercher ailleurs? Quand on peut vivre gratuitement dans ma maison et se considérer comme égaux propriétaires, on ne vit pas gratuitement. A protesté Camille. On paye les factures, les courses. Et factures et courses ne sont pas un loyer. Si vous louiez, vous payeriez bien plus. Étienne s'est soudain assis sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Maman, comment peux-tu faire ça? A-t-il gémi. On pensait vivre comme une famille, mais on est juste des locataires qu'on peut expulser à tout moment. Étienne, je ne vous expulse pas. Je vends la maison. Ce sont deux choses différentes. C'est pareil pour nous. A explosé Camille. Le résultat est le même. On se retrouve sans toi. Vous avez de l'argent. Vous pouvez louer un appartement. Quel argent? A ri Camille amèrement. On n'a pas épargné pour un déménagement. On pensait s'installer ici pour de bon. Hugo s'est mis à pleurer doucement, mais amèrement, comme les enfants quand ils ne comprennent pas, mais sentent que quelque chose de grave arrive. Maman, pourquoi tout le monde crie? A-t-il sangloté? Pourquoi mamie nous met dehors? Je ne vous mets pas dehors. Hugo, ai-je dit doucement, m'approchant de mon petit-fils. J'ai juste besoin de vivre seul. Mais pourquoi? M'a-t-il regardé, les yeux pleins de larmes. C'était bien avant. Comment expliquer à un enfant de 9 ans que les adultes ne s'entendent pas, que sa mère avait transformé ma vie en cauchemar, que je ne supportais plus l'humiliation chez moi? Parfois, les adultes doivent vivre séparément. Aïe, j'ai dit. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus. Ne mens pas à l'enfant. A coupé Camille. Si tu nous aimais, tu ne serais pas si cruel. Ça? Cruel? Comment m'as-tu traité ces 2 ans? Tu ne me laissais pas inviter mes amis. Tu me critiquais chez moi. Tu planifiais de m'envoyer en maison de retraite. Étienne a levé la tête. Quelle maison de retraite? De quoi parles-tu? Demande à ta femme. Elle a récemment proposé de me trouver un établissement spécialisé. Camille a pâli. C'était juste. Je pensais à ton bien-être. Mon bien-être? Ou comment te débarrasser d'une vieille femme? Maman, c'est vrai, a demandé Étienne à sa femme doucement. Camille, silencieuse. Son expression suffisait. Je n'y crois pas. A marmonné Étienne. Maman, je suis tellement désolée. Étienne, pas besoin d'avoir honte. Ce n'est pas ta faute si ta femme me considérait comme un obstacle à votre bonheur. Mais j'aurais dû le remarquer, te protéger. C'est trop tard pour ça. A coupé Camille. Maintenant, il faut décider quoi faire. Elle s'est approchée, le visage furieux, déterminé. Monique, c'est la dernière fois que je demande. Peux-tu annuler la vente? Non. Alors, écoute bien, nous trouverons un moyen de contester. Incapacité, coercition, n'importe quoi. Nous avons des droits comme membres de la famille. Vous n'avez aucun droit. La maison est à mon nom. Nous vivons ici depuis 2 ans. Nous avons investi dans des réparations, des améliorations. Quel argent? Quelle réparation?
Étienne a construit des étagères dans la chambre des enfants. Tu as acheté des rideaux. Ce ne sont pas des investissements capitaux. Camille a réalisé qu'elle n'avait aucun levier légal. Elle a eu recours au chantage émotionnel. Ah. Très bien, lui a-t-elle dit avec une tristesse théâtrale. Mets-nous dehors. Mais sache que tu as détruit une famille. Les enfants se souviendront que leur grand-mère les a jetés de chez eux. Étienne se souviendra que sa mère l'a trahi dans le besoin. Camille. Assez, a dit Étienne. Las. Maman a raison. Nous sommes restés trop longtemps. Sa femme l'a regardé, méfiante. Ah, tu es de son côté. Je ne suis du côté de personne. Je comprends juste que si maman a pris cette décision, c'est qu'on a trop poussé. On a poussé. Et elle est une sainte. Camille, c'est sa maison. C'était, c'est et sera sa maison jusqu'à demain. Elle avait le droit d'y vivre comme elle voulait. Camille a réalisé que son mari ne la soutiendrait pas dans cette bataille. Elle a joué sa dernière carte. Très bien, a-t-elle dit d'un ton glacial. Fais comme tu veux, Monique. Mais sache qu'après ça, c'est fini entre nous. Tu ne verras plus jamais tes petits-enfants. Nous trouverons un logement dans une autre ville. Disparaîtront de ta vie pour toujours. La menace m'a frappé durement. Ne plus voir Chloé, Hugo, ne pas savoir comment ils grandissent, ne pas faire partie de leur vie, mais ensuite, je me suis dit, fais-je partie de leur vie maintenant? Quand avons-nous eu une vraie conversation? Quand m'ont-ils confié leurs secrets? Demandé des conseils. Camille m'avait presque complètement isolé de mes petits-enfants, comme tu voudras. Aïgé répondit calmement. Ma belle-fille ne s'attendait pas à une telle réaction. Elle pensait que sa menace fonctionnerait. Donc, tes petits-enfants ne sont pas importants pour toi. Ils le sont, mais pas assez pour supporter l'humiliation. Maman, a commencé Étienne. C'est fini. L'a coupé Camille. La conversation est terminée, puisque ta mère a choisi son égoïsme. Qu'elle vive avec. Elle s'est dirigée vers les enfants. Chloé, Hugo, montez, il faut faire les valises. Valises. Mais, maman, a commencé Chloé. Pas de mais. Mamie a décidé qu'elle n'a pas besoin de nous. On vivra sans elle. Les enfants ont suivi leur mère docilement, à la porte. Chloé s'est tournée, me regardant avec des yeux tristes. Mamie, tu ne veux vraiment plus nous voir. Chloé, vous me manquerez? J'ai répondu honnêtement. Mais parfois, les adultes doivent prendre des décisions difficiles. Ma petite fille a hoché la tête, partant. Seuls Étienne et moi restions en cuisine. Maman, a-t-il dit doucement? Je suis désolée. Je n'ai pas pu te protéger de tout ça. Étienne, ce n'est pas ta faute. Tu étais entre deux feux. Mais je savais que Camille était parfois trop catégorique. J'aurais dû intervenir. Il est trop tard pour y penser maintenant. Décide plutôt quoi faire. Ensuite, mon fils a soupiré lourdement. Demain, je commencerai à chercher un logement à louer, peut-être quelque chose de pas cher. Tu trouveras. Si Aïdji dit Cannes n'est pas si cher. Nous sommes restés silencieux. Dehors, il faisait sombre. La cuisine devenait calme. Triste? Maman, nous reverrons-nous après ton déménagement. Bien sûr, tu es mon fils. Tu ne peux pas t'échapper. Étienne a souri faiblement. Montant dans sa chambre, je suis resté seul en cuisine, entouré d'un dîner froid, d'espoir brisé. La maison s'est réveillée dans une atmosphère lourde. Personne n'a pris le petit déjeuner ensemble. J'ai bu du thé dans ma chambre. Étienne a mangé rapidement.
Partant au travail, Camille a préparé les enfants pour l'école en silence, à peine un mot, juste le nécessaire. Après leur départ, j'ai sorti les documents, les lisant soigneusement. À 10 heures, j'avais rendez-vous chez le notaire pour signer le contrat final, remettre les clés. Tout était en règle. Camille ne trouverait aucune faille légale. Peu importe ses efforts. Vers midi, le téléphone a sonné. Une femme inconnue s'est présentée comme l'assistante d'un avocat. Monique Lefebvre. Camille Dubois m'a demandé de vous contacter. Nous voulons discuter de la possibilité de suspendre la vente immobilière. Donc, ma belle-fille agissait déjà. Excusez-moi, mais qu'est-ce que Camille Dubois a à voir avec la vente de ma maison? Ai-je demandé poliment. D'après ce que je sais, elle vit dans la maison, estime que ses droits ont été violés. Quels droits? Précisément. Une pause. L'assistante ne comprenait pas non plus sur quelle base contester. Nous aimerions nous rencontrer, discuter des détails, peut-être trouver un compromis. Un compromis a déjà été trouvé. La famille de mon fils cherche un autre logement. Au revoir. J'ai raccroché. Une demi-heure plus tard, le téléphone a résonné. Camille elle-même, Monique, j'ai une proposition, a-t-elle dit d'un ton professionnel. Nous sommes prêts à acheter ta maison pour 119 600 € en liquide. Enfin, pas tout d'un coup. Bien sûr, on peut arranger un plan de paiement ou une hypothèque. Camille, la maison est déjà vendue. On signe les papiers demain. Mais tu peux annuler, payer une pénalité, nous la vendre. Je ne peux pas, et je ne veux pas. Alors, nous irons en justice. Sur quelle base? Sur le fait que tu es incompétente. Personne de normal ne met sa famille à la rue. Chérie, je ne pouvais m'en empêcher. Camille, essaie de prouver que je suis incompétente. J'ai travaillé comme infirmière jusqu'à la retraite. J'ai une excellente mémoire. J'ai rempli les documents correctement, communiqué avec les acheteurs de manière appropriée. Quel tribunal me déclarerait incompétente? Nous trouverons un moyen. A-t-elle répondu, furieuse, raccrochant. Le soir, Étienne est rentré, l'air sombre, fatigué. Au dîner, il a dit avoir passé la journée à appeler des agents immobiliers, regarder des annonces de location. Il n'y a pas beaucoup d'options convenables, a-t-il dit. Certaines sont trop chères, d'autres, dans des mauvais quartiers, certains propriétaires ne veulent pas louer à des familles avec enfants. Tu trouveras, ai-je dit. Cannes n'est pas si cher. Nous trouverons, mais pas en un jour, et nous n'avons plus beaucoup de temps. Camille restait silencieuse, mais je voyais ses poings serrés toute la soirée. Elle griffonnait dans un carnet, faisait des calculs, appelait quelqu'un, négociait. Le lendemain matin, jour de la vente finale, Camille a tenté une dernière fois d'annuler. À 8 heures, alors que je me préparais pour le notaire, la sonnette a retenti. Un homme d'âge moyen en costume se tenait sur le seuil. « Êtes-vous Monique Lefebvre? Je suis Antoine Lambert, l'avocat représentant votre belle-fille. » Et oui, je vous écoute. Ma cliente estime que la vente a été organisée sans tenir compte des intérêts des résidents. Nous insistons pour qu'elle soit suspendue jusqu'à ce que tout soit clarifié. Et j'insiste pour que vous quittiez ma propriété. Ai-je répondu calmement. Votre cliente n'a aucun droit sur ma maison. Selon le code de la famille, la maison appartient à la personne dont le nom est sur les documents. C'est moi. Au revoir. J'ai fermé la porte. Partant chez le notaire, la transaction s'est déroulée sans accroc. Les Rousseau ont apporté une valise avec l'argent.
J'ai signé tous les documents. Le notaire les a estampillés. La maison est officiellement devenue la propriété des nouveaux propriétaires. Quand prévoyez-vous d'emménager? AIG demandait à Claire. Nous apporterons nos affaires demain matin, a-t-elle répondu. Nous sommes très excités. Enfin, nous aurons notre propre maison. Notre propre maison. Comme cela sonnait. Je me souvenais de ce sentiment quand mon mari et moi avions emménagé ici. Jouy. Projet d'avenir. Sentiment de stabilité. En rentrant avec les documents de vente, j'ai trouvé une atmosphère tendue. Camille arpentait la maison comme un animal en cage. Étienne était au téléphone, continuant sa recherche. Heureusement, les enfants étaient à l'école. Eh bien, es-tu heureuse maintenant? A lancé Camille. Tu l'as vendu? Oui, je l'ai fait. Et tu n'as de regrets pour rien, ni les enfants, ni ton fils. J'ai des regrets, mais pas assez pour supporter tes frasques des années à venir. Camille s'est effondrée sur le canapé, pleurant, pas de manière dramatique, mais sincèrement, amèrement. Que va-t-on faire maintenant? Ça. Zinglotaï-t-elle? Où irons-nous? Nous n'avons rien. Étienne s'est approché, l'enlaçant. On trouvera quelque chose. Ce, a-t-il dit, lassen, oui, au moins pour un temps. Mais les enfants, ils devront changer d'école, perdre leurs amis. Les enfants s'adaptent. J'ai regardé cette scène, ressentant un mélange étrange de pitié, de soulagement. Je plaignais mon fils, payant pour les erreurs de sa femme. Je plaignais mes petits-enfants, ne comprenant pas pourquoi leur monde s'effondrait, mais le soulagement était plus fort. Demain, je serai libre. Le soir, nous avons commencé à emballer. Camille s'affairait, rangeant dans des cartons, des valises. Les enfants aidaient, sans comprendre vraiment ce qui se passait. Chloé m'a approché plusieurs fois. Mamie, pourquoi partons-nous? Parce que j'ai besoin de vivre séparément. Et on ne viendra plus te voir. Vous viendrez, mais vous vivrez ailleurs. Mais j'entendais le doute dans la voix de ma petite fille. Elle sentait que quelque chose s'était brisé pour toujours. Étienne a trouvé un logement temporaire, un petit 3 pièces en périphérie de Cannes, cher des étroit, mais pas d'autre choix. Je le louerai pour un mois, a-t-il dit. On trouvera mieux d'ici là. Il a fallu toute la nuit pour tout emballer. En 2 ans, la famille avait accumulé une quantité énorme de bric-à-brac, jouets, vêtements, livres, vaisselle, appareils. Tout devait être trié, emballé, décider quoi prendre, quoi laisser, que faire de l'aire de jeu dans le jardin. A demandé Camille. Laissez-la pour les nouveaux propriétaires. Aïdji répondit. Ils ont des enfants aussi. Et mes roses préférées. Je suis restée silencieuse. Quelles roses! Elle les avait arrachées il y a 1 an. Au matin, la maison était vide. Étienne a loué un camion déplaçant leurs affaires dans l'appartement loué. Camille espérait jusqu'à la dernière minute que je changerais d'avis. Monique, c'est ta dernière chance, a-t-elle dit dans le couloir, une valise à la main. On peut tout oublier. Recommencer. Non, ça, a IG répondu. On ne peut pas. Donc, c'est la fin. Étienne m'a enlacée pour dire au revoir. Maman, désolée pour tout. Désolée qu'on n'ait pas pu vivre ensemble. Paisiblement. Étienne, ce n'est pas ta faute. Tu es un bon fils, juste pris dans une situation difficile. Nous reverrons-nous? Ça. Bien sûr, tu sais où me trouver.
Les enfants ont dit au revoir doucement. Chloé m'a enlacée, disant doucement « Ah, mamie, tu vas me manquer. Ah, vous me manquerez aussi. » Ai-je répondu honnêtement. Hugo a juste fait un signe de la main depuis la voiture. Il ne comprenait pas encore pleinement ce qui se passait. Quand la voiture a disparu au coin, j'étais seule dans la maison vide. Une sensation étrange, ni soulagement, ni tristesse, juste du vide. Une heure plus tard, le couple Rousseau est arrivé avec un van plein de leurs affaires. Une nouvelle vie dans la maison commençait. La mienne était terminée. J'ai parcouru les pièces vides, me souvenant de moments différents. Ici, la chambre des enfants où les garçons ont grandi. Ici, la cuisine où nous célébrions les fêtes familiales. Ici, le salon où j'avais disputé Camille pour la dernière fois. Tant de souvenirs restés dans ces murs. Il était temps d'avancer. Le jour du déménagement dans mon nouvel appartement, je me suis réveillée le matin, dehors, par la fenêtre de ma chambre temporaire dans un petit hôtel. Une légère pluie tombait. La ville semblait grise, peu accueillante. Mais j'étais de bonne humeur. Aujourd'hui débutait ma nouvelle vie. Valérie est arrivée pour aider avec les derniers documents, remettre les clés de l'appartement. La propriétaire, Madame Lemoine, était une femme agréable d'une 50aine d'années, pressée de déménager dans une autre ville pour être près de sa fille. L'appartement est en excellent état, a-t-elle dit. Parcourant les pièces une dernière fois, les meubles sont presque neufs. Les appareils fonctionnent. Je pense que vous vous plairez ici. J'aimais déjà mousse claire, grandes fenêtres, meubles bien disposés. Tout semblait cosy, propre. Le salon avait un canapé confortable, une table basse parfaite pour recevoir. La cuisine, compacte, avait tout ce qu'il fallait. La chambre donnait sur une cour avec de vieux tilleuls. Le matin, aucun bruit de rue. Après avoir signé les documents, j'ai commencé à déballer mes affaires, peu nombreuses, 2 valises de vêtements, une boîte de documents, photos, un sac avec médicaments, cosmétiques, tout ce qu'il fallait pour une nouvelle vie. D'abord, j'ai disposé les photos, quelques images de mon mari, des clichés de mes filles-enfants, 2 portraits familiaux, puis j'ai rangé mes vêtements dans le placard, disposé la vaisselle à porter en cuisine. À midi, l'appartement semblait déjà habité. Isabelle a appelé. « Monique, comment vas-tu? Le nouvel appartement. » Après avoir parlé, je suis partie explorer le quartier. Un petit magasin d'alimentation, une pharmacie, un salon de coiffure près de chez moi, vraiment à une demi-heure à pied du centre. 10 minutes en bus. La clinique à 2 pâtés de maison. Pratique pour mon âge. Le soir, assise dans mon salon avec une tasse de thé, je ressentais un merveilleux calme. L'appartement était vraiment mien. Personne n'entrait sans permission. Personne ne dictait les règles. Personne ne considérait mes désirs comme des caprices. Une semaine a passé. Je m'habituais à mon nouveau rythme, me levant quand je voulais, prenant le petit déjeuner tranquillement, lisant des livres longtemps repoussés, le soir, regardant les émissions que j'aimais, écoutant de la musique classique au volume qui me convenait. Le vendredi, Sébastien a appelé. Maman, comment vas-tu? Le nouvel appartement. Bien, fils. Et toi? Quoi de neuf? Beaucoup de travail, mais c'est normal. Maman, est-ce vrai que tu as vendu la maison? Étienne avait donc parlé à son frère. Oui, c'est vrai. Et Étienne et sa famille ont déménagé. Oui, ils louent un appartement en périphérie. Sébastien est resté silencieux un moment. Maman, que s'est-il passé? Étienne n'a pas bien expliqué, juste que vous ne vous entendiez pas.
Je lui ai raconté toute l'histoire, comment j'ai perdu le contrôle de ma maison, comment Camille a transformé ma vie en cauchemar, comment c'est arrivé à un conflit ouvert. Maman, je suis tellement désolée, a dit Sébastien quand j'ai fini. J'aurais dû venir plus souvent, voir ce qui se passait. Fils, tu as un travail. Tavia, ne te blâme pas. Mais je suis l'aîné. J'aurais dû m'occuper de la famille. Tu t'es occupé de nous. Tu appelais, tu venais, tu t'intéressais à ma vie. Camille était juste très doué pour cacher ses vraies couleurs. Et maintenant, quoi? Vous vivez séparément. On verra. Peut-être que ça s'arrangera avec le temps. Mais je ne retourne pas vivre ensemble. Alors, le samedi, mes amis sont venus, Isabelle, Hélène, Madame Fournier, assise dans mon salon, buvant du thé, louant mon appartement, son aménagement. Ah, c'est si cosy ici, a dit Hélène. Calme, lumineux, et surtout, c'est à toi. A ajouté Isabelle, personne ne te dit quoi faire. Monique, tu as bien fait de franchir ce pas, a dit Madame Fournier. Peu de gens à notre âge oseraient recommencer une nouvelle vie. Nous avons discuté jusqu'au soir. Personne ne s'est plaint des voix fortes. Personne n'a suggéré de mettre fin à la réunion. Je me sentais une vraie hôtesse, pouvant recevoir quand et aussi longtemps que je voulais. Le dimanche soir, Claire Rousseau, nouvelle propriétaire de mon ancienne maison, a appelé. Monique, désolée de vous déranger, j'ai une demande inhabituelle. Je vous écoute. Voilà, ma tante Élise vit à Nice. Elle m'a dit récemment avoir une bonne amie, Isabelle, qui parle souvent d'une amie nommée Monique. Est-ce que vous... Et j'étais surprise par la coïncidence. C'est possible. Isabelle visite parfois des parents à Nice. Alors tout s'explique. Tante Élise a dit beaucoup de bien de vous. Elle a mentionné que vous avez un fils ingénieur dans leur ville. Oui, Sébastien. Voilà, a continué Claire. Nous avons une petite annexe à la maison, un ancien atelier. Nous comptions en faire une chambre d'amis. Si votre fils veut revenir à Antibes, nous serions ravis de lui louer cette partie pour un prix modique. Bien sûr, trouver de bonnes personnes est plus important pour nous. C'était une surprise totale. Sébastien disait depuis longtemps être fatigué de la grande ville, vouloir rentrer à Antibes. Mais il n'y avait pas d'emploi adapté. Le logement était cher. C'est une offre très généreuse. AIG dit. Mais Sébastien a un travail spécifique. Peu de postes comme ça à Antibes. A-t-il envisagé le télétravail? Beaucoup d'entreprises le permettent, surtout pour les ingénieurs. J'ai promis de transmettre l'offre à mon fils, les remerciant pour leur considération. Après la conversation, je suis restée longtemps à réfléchir. Ma maison était entre de bonnes mains, des gens qui connaissaient notre famille par des relations communes, prêts à aider. Le lendemain, j'ai appelé Sébastien, lui, parlant de l'offre. « Ah, vraiment ?» a-t-il demandé, surpris. Ils veulent louer une partie de leur maison. Ah. Oui. Claire dit que trouver des locataires décents est plus important que l'argent. Maman, c'est formidable. Je pensais justement passer au télétravail. Mon patron est d'accord. Tant que j'ai des résultats, chaud. Alors, tu vas y réfléchir. Je n'y réfléchis pas. Je vais les contacter. J'ai voulu rentrer depuis longtemps. Une semaine plus tard, Sébastien a emménagé dans l'annexe des Rousseau. Il venait souvent me voir, à seulement 15 minutes à pied. Il racontait comment il s'installait, comment se passait le télétravail, ses relations avec ses nouveaux voisins.
Maman, ce sont vraiment des gens formidables, disait-il. Marc m'a aidé à connecter Internet. Claire me gâte avec des pâtisseries maison. Les enfants sont si bien élevés. Pas comme... Il n'a pas fini, mais je savais ce qu'il voulait dire. Les enfants Rousseau n'étaient pas comme Chloé et Hugo. Gâtés, à la mi-novembre, un événement a montré la différence entre mon ancienne et ma nouvelle vie. Isabelle est tombée malade de la grippe. Je lui rendais visite chaque jour, aidant pour les courses, cuisinant, m'assurant qu'elle prenne ses médicaments. Monique, que ferais-je sans toi? Disait mon ami, mes proches sont loin, mes voisins des étrangers. Tu es comme une sœur. J'étais heureuse de l'aider. Enfin, je pouvais être utile, me sentir nécessaire. Dans l'ancienne maison, Camille aurait fait comprendre qu'une amie malade était mon problème, ne devant pas interférer avec la vie familiale. Quand Isabelle s'est rétablie, elle a organisé un thé de remerciement chez moi. Hélène, Madame Fournier, quelques autres connaissances sont venues. Le salon était rempli de gens, de conversations, de rires. C'est si agréable que tu aies ton propre espace maintenant. Ah, dit une invitée, tu peux recevoir quand tu veux. Oui, j'ai acquiescé, versant le thé. C'est vraiment agréable, et je le pensais, pour la première fois depuis des années, je me sentais libre, libre de choisir comment vivre, avec qui passer du temps, quoi faire de mon temps. Camille a appris qu'on ne prend pas la gentillesse d'autrui pour de la faiblesse, ni leur hospitalité pour un droit de commander. Étienne a réalisé qu'il faut protéger ses proches, même si cela crée des problèmes familiaux. Et moi, j'ai retrouvé ce qui m'avait manqué ces 2 dernières années. La paix, l'indépendance, un petit appartement où j'étais la seule maîtresse et l'opportunité de vivre comme je le jugeais juste